Moutamba comme inculpé, demain il sera peut-être prévenu, il aura le droit de la défense. S'il a opté pour le gré à gré, eh ben Moutamba va justifier le pourquoi du gré à gré. Et même si le fonds destiné à autre chose a été délocalisé pour une autre finalité, et ben dans le cadre de ce droit de défense, il va le justifier parce que c'est un gouvernement dans le cadre d'un gouvernement bien déterminé. Vous aviez parlé de l'acharnement politique. Est-ce qu'il y a un acharnement? Non mais c'est tellement facile pour dénicher l'acharnement politique. Aujourd'hui matin, il y a un audio qui est rendu viral d'ailleurs, qui traduit un échange dans un cadre relationnel, amical, entre le ministre de la Justice et l'un des enfants du procureur général près la Cour de cassation. Et lorsque vous écoutez le contenu de l'audio, nulle part où le ministre fait un mea culpa pour dire demander à ton père de me pardonner, demander à ton père de me laisser parce que je reconnais avoir commis tel acte. Nulle part dans ces audios où vous verrez les ministres en train d'attaquer ou de menacer le procureur général. Permettez-moi de faire fi, parce que je connais la sphère politique congolaise, c'est que quand on est dans une affaire, on va créer une affaire pour annuler une autre affaire. Je ne veux pas succomber à cette stratégie parfois d'ordre communicationnel. Retournons dans l'élément principal, qui est la thématique. Vous savez, je suis d'accord avec la plupart des principes évoqués par, je préfère le dire comme ça, il faut reconnaître sa qualité, Maître Manixienne. Le problème dans le process de ces marchés n'est pas la nature de la procédure. Qu'il ait choisi le gré à gré, ce n'est pas ça le problème, c'est une procédure légale. Là où il y a un problème, c'est pas assez. Même la procédure de gré à gré a un certain nombre de préalables qu'il faut respecter. De principe. Et moi, je considère que le ministre l'a fait aussi par protagonisme. Parce que quand vous suivez sa réponse au niveau de la commission, il commence par des considérations personnelles. Qu'on ne m'aime pas, ne supporte pas. Et partant de ces propos, je trouve justifié l'idée de contourner certaines approches. Il a eu la facilité d'aller vers la direction des gestions de passation de marché public, la DGSMP, parce que la tutelle est ailleurs. Et à ce niveau-là encore, avec l'actuel DG ad interim, il y a eu des messages du genre « je le fais sous pression ». De quoi? Sous pression, je n'entre pas dans ça. Mais la plus importante, l'avis des non-objections par l'autorité des régulations des marchés de passation publique, c'est une structure sous tutelle de la primature. Restons sur le plan matériel. Ici, personne ne peut se permettre le luxe de dire que matériellement Moutamba a détourné le fonds qui a été destiné pour la construction de cette prison. Personne. Moi, si. Enfin, ben, il faut le faire. Je vais le faire après la ne restez pas alors sur la dimension des intentions. Moutamba n'a pas détourné. Mon ami a voulu faire un exercice comparatif d'une prison à un immeuble de nature administrative. Eh ben, je pense que le meilleur exemple, ce serait d'une prison au Congo, ou la prison qu'a voulu ériger le ministre de la Justice, par rapport à une prison, soit si ce n'est pas au Congo, une prison en France, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Mali, et vous évaluez en termes de la capacité d'accueil, le coût de ces bâtiments comparablement à celui érigé par les ministres de la Justice. Si vous regardez par exemple la prison centrale de Paris, elle a une capacité d'accueil de plus ou moins de 600 et quelques prisonniers. Mais le fonds pour bâtir cet édifice a été au-delà de 100 millions de dollars. 100 millions. Allez regarder la prison centrale de Bruxelles.
avec une capacité d'accueil de plus ou moins 300 et quelques prisonniers, avec un fonds d'exécution pour ce bâtiment-là de plus de 70 millions de dollars. Avec une capacité de 2000 détenus. On suppose que c'est des cellules, à part la ferraille et quelques matelas pour loger, le réfectoire. Ces projets-là, à 29 millions, même à 29 millions, je ne vais pas à 39 millions, est extrêmement exorbitant. Vous voulez que je vous trouve la preuve? Permets-moi, le ministre a parlé plutôt d'un complexe de la maison pénitentiaire. Je l'ai suivi, il a dit il fait qu'il est terrain de foot, les hôpitaux, c'est ce que le ministre a dit. Vous me permettez? Le ministre ne doit pas dire. Le meilleur langage, c'est le contrat, tel que transmis à l'autorité. Dans le contrat, tout ce qui lui évoque comme complexe. Dans un contrat de construction, tout est ficelé. Ça veut dire que l'RDG, quand on parle d'une prison, ça veut dire que je tiens compte de l'air libre, je tiens compte des espaces idylliques pour quelques jeux pour les détenus, je tiens compte du réfectoire, je tiens compte d'un centre médical, on tient compte de tout ça. Quand j'en parle, c'est de ça que je parle. Et dans les rapports, dans le contrat, il n'y a pas tous ces détails. Vous ne pouvez pas établir un contrat, un projet de construction sans tenir compte de l'ensemble de l'ouvrage. Et d'ailleurs, si vous lisez les statistiques de mort des prisonniers qui sont décédés par effet d'étouffement, le nombre est tellement éloquent. Et Mutamba est le premier ministre de la Justice, depuis le 30 juin 1960, à avoir osé emprunter cette voie-là, de pouvoir construire de nouvelles prisons pour désengorger. Ça, c'est un fait. Et en tant qu'un politique, ça entre dans l'actif d'un gestionnaire, d'une autorité de tutelle, quelqu'un qui a géré un secteur et quelqu'un qui peut justifier son bilan après la gestion. Monsieur le ministre, gardez la parole. On ouvre la question politique. Hier à l'Assemblée nationale, le Parlement a accordé l'autorisation de poursuite au PG des cassations Firmin Vondé. Vous avez suivi le rapport de la commission. Pensez-vous que ces rapports de la commission étaient politisés? Ne faisons pas l'amalgame autour de ce qui a été publié comme le rapport de la commission qui était chargé d'établir sur la question de Mutamba. Il ne s'agissait pas de l'autorisation de poursuite. Il s'agissait de l'autorisation d'instruction. Parce que, vous savez, le parquet, au nom de son indépendance, a le pouvoir de procéder par ce qu'on appelle l'instruction préjuridictionnelle. Ça veut dire poser à la personne, à l'inculpé, un certain nombre de questions pour avoir un éclairage sur le fait reproché à sa charge. Et donc aujourd'hui, Mutamba, dans son statut de ministre, il est ministre, il n'a pas démissionné et il ne peut pas démissionner, mais dans sa qualité de ministre, il va devoir répondre à certaines questions, se soumettre à un exercice interrogatoire devant le parquet pour étayer au ministère public, au parquet, par rapport aux griefs que le parquet le reproche jusqu'à ce jour. Et donc, il ne s'agit pas de la levée des immunités, moins encore de l'autorisation de poursuite contre le ministre d'État. Parce que la conséquence, s'il y a autorisation de poursuite, le ministre doit démissionner 48 heures au maximum. Donc le ministre reste ministre et il exerce sa fonction avec... voilà. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que ces rapports, comme ça s'est dit dans les réseaux sociaux, il semblerait que ces rapports étaient politisés? Même il y a eu le président de la commission, selon les analystes avérés, qui pensent qu'il avait pris position déjà en parlant. Est-ce que c'était le cas? Le Parlement est une institution politique. Les députés sont des acteurs politiques. On connaît par moments le mobile et les germes de motivation qui guident l'action parlementaire. Parce que dans ce débat autour du prétendu détournement à charge de M. Mutamba, en réalité, ce débat-là est un débat accessoire, est un débat d'à côté, parce qu'au fond, les détournements n'existent pas. Et même s'il faudrait rester sur la question des procédures à respecter pour exécuter le projet qui a été retenu par le ministre de la Justice, celui d'ériger une prison ou des prisons dans les différentes
dans toute l'étendue du territoire national avec l'idée de désengorger nos prisons qui existent déjà, surtout dans de grandes villes. Il n'y a pas des éléments sur lesquels... Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la réaction du président de la commission qui dit que c'est lorsque le procureur général près la Cour de cassation reviendra pour solliciter effectivement l'autorisation de poursuite et la levée des immunités de M. Constant Moutamba, c'est alors qu'il va présenter les éléments probants qui attestent la culpabilité du ministre Constant Moutamba. Et quant alors à la commission de statuer sur la nécessité de lever les immunités, parce qu'il peut s'avérer que le procureur vient avec des éléments mais qui n'arrive pas à convaincre l'Assemblée nationale, et par voie des conséquences, les immunités, tout comme l'autorisation de poursuite, ne sera pas ou ne seront pas possibles. Et donc, aujourd'hui, il faudrait rester dans le principe de celui qui allègue le fait n'a qu'à apporter les preuves les plus probantes. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, le procureur général est en difficulté de prouver à la face du monde que Constant Moutamba a bien détourné les fonds publics de l'État. Merci, M. Manix. Yenda, M. Mike Gardi Diana, comme journaliste, vous avez fait des recherches, vous êtes aussi analyste politique. Est-ce Constant Moutamba est victime d'un acharnement des magistrats? Victime d'un acharnement, je ne sais pas moi l'attester ici. La vérité, c'est qu'il y a des tensions politiques, ça c'est pas un secret. Dans la mesure où l'homme est arrivé, de par sa posture d'électron libre, parce que je rappelle qu'il n'est pas issu d'une majorité parlementaire comme il se doit, il est possible que Moutamba ait eu heurté la sensibilité des uns des autres. Ça c'est une vérité de fait. Mais aller dans le sens de parler de l'acharnement dans ces dossiers, pour moi, ce n'est pas être logique. N'est pas être logique dans la mesure où j'estime que le Congolais, faudra qu'à un moment donné nous quittions cette dimension de la communication affecte. On a l'habitude d'utiliser le côté affectif dans les choses pour ternir. Et je connais cette stratégie, c'est chercher la sympathie ou encore détruire le messager pour annuler le message. C'est pas ça le contexte. Je crois que détruire le messager pour annuler le message. Annuler le message. Ça, c'est une stratégie qui marche bien chez les Congolais. Vous savez, dans les faits, aujourd'hui, moi, je suis d'accord que la procédure, aujourd'hui, on est encore au niveau de la phase d'instruction préjuridictionnelle, qui d'ailleurs est une phase secrète. Mais je peux anticiper dans quel contexte cela se déroulera, parce que le ministre lui-même, devant son bureau, a tenu de propos que moi je trouve assez graves pour un homme d'État. Des propos injurieux? Pas injurieux, mais de propos que moi je trouve graves. Dites-lui qu'il ne verra jamais, je ne viendrai jamais. J'ai groupe de mafieux. J'ai quand même l'impression qu'il a laissé parler sa colère, et ça, c'est pour un homme d'État, c'est pas correct. Maintenant, dans le fond, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est présumé innocent. Personne n'a peut établir sa culpabilité en tant qu'auteur d'un détournement. Mais moi, je pense autre chose. Pour moi, déjà, le fait que vous preniez des ressources allouées pour autre chose, le fonds de Frivao qui est pour l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours, pour aller l'affecter dans un autre projet, quoique vous ayez la tutelle et le droit d'arbitrage sur des ressources, pour moi, c'est un élément dérangeant. Est-ce cet élément confirme le détournement? Non. Vous savez, vous n'allez pas me prendre au piège. Non, soyez direct. Oui, non, c'est pas question d'être direct. C'est question d'être méthodique. Oui. Parce que, attendez, vous gardez la parole. Selon la définition du détournement, lorsqu'il y a un montant affecté pour un projet X, vous prenez cet argent pour un autre projet, il y a déjà un détournement. Êtes-vous d'accord avec cette définition? Vous dites ce que j'avais dit tout à l'heure. Ok. Mais le problème, c'est que c'est lui qui est censé qualifier les infractions, c'est les instances judiciaires. Il faudra qu'on en arrive là. Autre chose pour moi, et que le ministre lui-même a reconnu, c'est que de lors qu'un homme de droit comme je le connais, parce que moi je connais depuis longtemps, un type très tatillon dans les détails ne peut pas se permettre, avec son bon vouloir, de contourner autant la procédure administrative pour un marché. Il a contourné? Oui, mais il a contourné. Non, il semble qu'il était respectueux de la procédure, parce que Moutamba voulait que l'état du droit puisse avoir son sens.
Si vous dites que Moutamba a contourné la procédure, donc il est l'ennemi de l'état de droit. Je vous demanderai d'être moins ironique quand vous parlez de questions de la République. Ça n'arrange pas les choses dans la mesure où, si vous avez lu le rapport, vous avez suivi le rapport de la commission, il a reconnu des errata d'ordre administratif à ces niveaux-là. Et alors qu'il a reconnu devant la commission, moi je le disais depuis un moment. Je vais rappeler à l'opinion. Aujourd'hui, si vous voulez citer 5 meilleurs ministres dans le gouvernement souminois, vous ne pouvez pas faire cette liste sans Constant Moutamba. Ça, c'est une vérité de fait. Meilleur par rapport au populisme ou meilleur par rapport aux résultats? Je parle de ceux qui apportent les résultats. Ok. Mais il y a un problème chez nous. Être bon ne vous exempte pas de vos propres fautes. Et là où je pense, encore une fois, je trouvais très dangereux certains propos du Parlement hier, notamment d'Eliezer Tamboué, c'est de donner à l'Assemblée nationale le pouvoir qu'elle n'a pas, de court-circuiter une procédure judiciaire. Il revient sur la nature des sanctions pour une procédure biaisée en matière de passation de marché public. Mais il faut rappeler à l'honorable député que ce n'est pas à l'Assemblée nationale qu'est reconnue la compétence de décider sur le sort d'une procédure. Il y a eu le réquisitoire du PGR. L'Assemblée nationale ne peut pas interférer sur la décision de la justice. C'est pourquoi on a prévu deux volets. D'abord, laisser l'instruction poursuivre son cours normal. Si jamais à ce moment-là, il y a de garanties et d'effets probants sur les détournements, c'est alors qu'on entre dans la phase juridictionnelle. Et donc, vous ne pouvez pas demander à l'Assemblée nationale d'endosser la responsabilité d'une démarche judiciaire. C'est violer le principe de séparation de pouvoir. Et à ce niveau ici, je rappelle aux gens que la tentative de détournement est une infraction punissable. Tentative. Oui. Il y a ce qu'on appelle en droit, et je parle sous réserve de l'avocat en face de moi, les tentatives punitives en droit, qui peuvent, par A plus B, prouver qu'il y a eu intention de voler ou de détourner des deniers publics. Donc, à ces niveaux ici, moi, je trouve logique que l'instruction se poursuive parce que, consciencieusement, nous savons tous que le ministre Moutamba s'est permis de contourner des règles et l'a mal fait, et la communication du ministre ne l'a pas aidé. Voilà. Alors, j'ai alerté, permets-moi de chuter. Dans sa mise au point, si j'ai bonne mémoire, 6 ou 7 points évoqués, il y avait au minimum 5 points qui mettaient en mal le ministre, tenant compte de réalités en interne. Et donc ici, il ne s'agit pas de l'acharnement. Et je pense même que par l'exemple, l'exemplarité, lui qui est aujourd'hui l'image de la refondation de l'appareil judiciaire, devrait prêcher par l'exemple. Et je rappelle aux Congolais que ce n'est pas une première fois qu'il y ait ce genre d'étincelle, un rapport de force entre le parquet et le ministère de la Justice. Je rappelle la période triste mémoire de Léon Kingwadondo et le prof Auguste Mampouya. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, après autant d'années, nous devons faire mieux. C'est vrai, aujourd'hui, il reste ministre parce que la phase est encore, le dossier est encore au niveau de l'instruction. Mais je pense, à mon humble avis, sauf intervention d'ordre politique, il y a pour moi des éléments qui ne trompent pas sur une tentative de détournement des deniers publics. Alors, M. Manix Yinda, Constant Moutamba, c'est un jeune comme nous, il est de la même génération avec nous, nous sommes dans les 30 quelques, nous tous. Pas nous tous. Il y a des gens de la quarantaine, monsieur. Pas de problème. Alors, M. Manix, est-ce Constant Moutamba a détourné, a aller outre la procédure? Vous savez, on parle de la procédure. Vous savez, ce qui est beaucoup plus intéressant en droit, c'est que le droit loge dans la subtilité. Le droit loge dans les exceptions. Il peut y avoir un principe qui détermine la manière de faire, et au-delà de ce principe-là, il y a une exception qui existe. Et l'exception déroge carrément le principe. Et en droit, on parle d'un principe que j'aime beaucoup en droit pénal, le nullum crimen nulla poena sine lege. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'infraction et il n'y a pas de procédure en dehors de la loi. En ce qui concerne les règles de passation de marché public,
nous avons deux modalités, soit le gré à gré, ou soit l'appel d'offres. Alors que chaque modalité doit se justifier selon qu'il s'agit du contexte particulier qui se rattache, soit au gré à gré, soit à l'appel d'offres. Et au niveau même du gouvernement, le gouvernement est une coordination. Coordination de politique, coordination d'adoption de projets à exécuter dans le cadre du gouvernement. La question que je me pose, est-ce lorsqu'on dit que Moutamba a délibérément exprimé l'intention de délocaliser le fonds qui a été destiné pour autre chose afin de construire une prison, est-ce cela a échappé à ce que je viens de qualifier tantôt la coordination du gouvernement? Il y a un cadre par excellence qui travaille sur la sélection de projets à exécuter, le fonds à allouer et comment y arriver pour exécuter un certain nombre de projets. C'est le Conseil des ministres. Et donc, aujourd'hui, il ne faudrait pas faire voir à l'opinion nationale que Moutamba, en étant électron libre, comme on le considère, se décide pour de projets à exécuter, même s'il reste un ministre sectoriel. Enfin, nous venons d'étayer un certain nombre d'éléments. J'aime la démarche de mon ami Diane lorsqu'il parle de tentative du détournement. Sur cette question de tentative du détournement, la question est tellement discutable. La question, elle est tellement relative. Parce que Moutamba, comme inculpé, demain il sera peut-être prévenu, il aura le droit de la défense. S'il a opté pour le gré à gré, eh bien Moutamba va justifier le pourquoi du gré à gré. Et même si le fonds destiné à autre chose a été délocalisé pour une autre finalité, et bien dans le cadre de ce droit de défense, il va le justifier parce que c'est un gouvernement dans le cadre d'un gouvernement bien déterminé. Vous aviez parlé de l'acharnement politique. Est-ce qu'il y a un acharnement? Non mais c'est tellement facile pour dénicher l'acharnement politique. Aujourd'hui matin, il y a un audio qui est rendu viral d'ailleurs, qui traduit un échange dans un cadre relationnel, amical, entre le ministre de la Justice et l'un des enfants du procureur général près la Cour de cassation. Et lorsque vous écoutez le contenu de l'audio, nulle part où le ministre fait un mea culpa pour dire demander à ton père de me pardonner, demander à ton père de me laisser parce que je reconnais avoir commis tel acte. Nulle part dans ces audios où vous verrez les ministres en train d'attaquer ou de menacer le procureur général. Mais il s'agissait d'un rapport d'abord entre les humains, d'un rapport entre celui qui se reconnaît comme fils devant un père, et lui, le fils, propose la paix, un climat de tranquillité, un climat d'apaisement qui passerait par les trichements de son enfant, avec qui il était en conversation téléphonique. Ce qui explique la pureté de l'âme, la pureté d'attitude politique de Constant Moutamba, qui n'a rien à voir avec le procureur général près la Cour de cassation. Bon, c'est ce que vous dites. Une conversation qui a été réalisée le 21 mai, 9 ou 10 jours après, on les balance aujourd'hui. Pourquoi on le balance? Il y a quand même une vidéo où le ministre était, on parlait de la justice, avec un micro, entouré ça, c'est dans un cadre professionnel. Oui, mais il était quand même en train de parler en disant c'est mafieux, allez lui dire. Effectivement. Que c'était pas quelqu'un qui voulait réellement. Écoutez, il faudrait faire un distinguo entre le cadre professionnel, le cadre de l'État et le cadre relationnel, le cadre humain. Il peut s'avérer que j'entretiens de bonnes relations avec celui que je considère comme un père,
Mais lorsqu'il faudrait les traiter sévèrement par rapport aux questions d'État, aux questions institutionnelles, je demeure intransigeant. Et c'est ça l'attitude de Constant. Est-ce que... Attendez, c'est quand même important. Est-ce que M. Gadi Diana, il y a ceux qui pensent que Constant Moutamba, c'est un imposteur? Est-ce, en écoutant l'audio, parce que l'audio a circulé, si réellement c'est lui, et la personne qui parlait devant la foule au ministère de la Justice, est-ce Moutamba peut être considéré comme un imposteur? S'il vous plaît. Imposteur en fonction de quoi? Il est dans sa lucidité, c'est quelqu'un qui a une bonne maîtrise des questions de droit. Quand vous parlez d'imposteur, je me pose la question à quel niveau? Permettez-moi de faire fi, parce que je connais la sphère politique congolaise, c'est que quand on est dans une affaire, on va créer une affaire pour annuler une autre affaire. Je ne veux pas succomber à cette stratégie parfois d'ordre communicationnel. Okay. Retournons dans l'élément principal, qui est la thématique. Vous savez, je suis d'accord avec la plupart des principes évoqués par, je préfère le dire comme ça, il faut reconnaître sa qualité, Maître Monique Sienne. Le problème dans le process de ces marchés n'est pas la nature de la procédure. Okay. Qu'il ait choisi le gré à gré, c'est pas ça le problème, c'est une procédure légale. Là où il y a un problème, c'est pas assez loin. Même la procédure de gré à gré a un certain nombre de préalables qu'il faut respecter. De principe. Et moi, je considère que le ministre l'a fait aussi par protagonisme. Parce que quand vous suivez sa réponse au niveau de la commission, il commence par des considérations personnelles. Qu'on ne m'aime pas, ne supporte pas. Et partant de ces propos, je trouve justifié l'idée de contourner certaines approches. Il a eu la facilité d'aller vers la direction des gestions de passation de marché public, la DGSMP, parce que la tutelle est ailleurs. Et à ce niveau-là encore, avec l'actuel DG ad interim, il y a eu des messages du genre oh, je le fais sous pression. Des quoi? Sous pression, je n'entre pas dans ça. Mais la plus importante, l'avis des non-objections par l'autorité des régulations des marchés de passation publique, c'est une structure sous tutelle de la primature. Ok. Or, le dernier avis devrait provenir de là. Dès lors qu'on considère la première ministre comme son protagoniste, on décide d'écourter la démarche. Mais c'est fort de quoi on prendrait cette tangente-là, si ce n'est pour des raisons d'ordre politique? D'abord de 1, la réduction du coût du projet sans avenant. Il y avait déjà un problème. Pour moi, 39 millions à 29 millions. De 39 à 29 millions sans avenant. Et n'est pas un problème de procédure, est une faute. Non, il semble que le ministre a le pouvoir constitutionnel de négocier un marché. Merci d'être ironique. Deuxièmement, le ministre a commencé par l'erreur dans sa mise au point de dire que la note de la DGNP qui circulait était un fake news, alors que dans sa réponse au Sénaref, il cite les références de la même lettre qu'on a accusée de fake news. Mais il s'est contredit. Il s'est contredit personnellement. Je ne veux même pas rentrer dans les considérations de fond sur la question de la gestion et sur la question de la facturation. Si on rentre sur la considération de l'entreprise, l'État congolais a depuis opté pour le mot des gestions axées sur les résultats. Quand on finance un projet, c'est l'autorité contractante qui gère les fonds et se charge de décaisser l'argent vers l'exécutant du marché. Et là, j'en parle en qualité de technicien de questions économiques. À ce niveau-là, il y a déjà un problème parce que l'État congolais se permet de verser l'intégralité de la somme ou encore la première acompte, qui, s'il faut se référer sur le terme du contrat, devrait être de 30%, mais là, on est à plus de 60% de l'argent versé. Plus de 60%. Oui, on va de 60%. C'est-à-dire qu'on passe outre le process établi par le gouvernement qui est sur une gestion basée sur les résultats avec des versements séquencés et progressifs. Autre chose que je trouve administrativement incorrecte. On saisit, on transmet la lettre d'information au PM, le premier,
Mais la lettre de validation du contrat elle-même arrive le 14. Ça veut dire qu'au préalable, on a saisi la Première ministre pour un contrat non ficelé. Là où je trouve encore, c'est là où je vais être d'accord avec Maître Manis quand il parle de la coordination au niveau du gouvernement. Là où je trouve hypocrite, c'est la précipitation du ministre des Finances. Il ne faut pas laisser, il n'est pas innocent. Le ministre Doudou Fong. Il n'est pas innocent. Comment ça? Je suis d'accord avec lui qu'il existe des comptes spécifiques dont le décaissement de fonds dépend intégralement des ministères de tutelle. Mais en tant que comptable général de la République, il veille de loin. C'est pourquoi on a établi un process même dans des comptes spécifiques. Il existe des mécanismes. C'est des fonds qui passent généralement par la Banque centrale avec les comptables généraux de l'État pour veiller sur la traçabilité de ces fonds qui, du reste, sont de l'argent de la République intégré dans la balance des paiements parce qu'il s'agit de l'argent venu d'un contentieux avec un autre État. Il ne peut pas nous dire, s'il nous dit qu'il n'a pas ordonné, je comprends, parce que dans des comptes spécifiques, il n'ordonne pas, c'est de l'argent mis à disposition des ministères qui doivent aussi rendre compte. C'est de l'argent budgétisé. Mais il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant et que ça ne le concerne pas. C'est aberrant de tenir ce genre de propos. Et c'est la somme, ce cocktail d'effets, qui, moi, me convainc qu'il y a eu tentative. Parce que je vais chuter par là, Delphin. Rentrons dans les considérations d'ordre interne, dans le fond. Chuter. Est-ce que vous savez que Jamal s'est retrouvé en prison, non pas faute de preuves, mais parce qu'on a estimé que dans la composition des éléments présentés devant la justice, il y a eu une dimension intellectuelle permettant de contourner les ressources de l'État. Vous demandez les conteneurs, il vous dit qu'il y en a à Dar es Salaam, il y en a autre. Pour le coup que je vous ai proposé dès le départ. Mais on est dans un contexte où, interrogeons ce marché. On nous dit que c'est un projet d'un bâtiment R+2, c'est-à-dire que rez-de-chaussée plus 2 niveaux, avec une capacité de 2000 détenus. On suppose que c'est des cellules, à part la ferraille et quelques matelas pour loger, le réfectoire. Ces projets-là, à 29 millions, même à 29 millions, je ne vais pas à 39 millions, est extrêmement exorbitant. Vous voulez que je vous trouve la preuve? Permets-moi, le ministre a parlé plutôt d'un complexe de la maison pénitentiaire. Je l'ai suivi, il a dit qu'il y a les terrains de foot, les hôpitaux, c'est ce que le ministre a dit. Vous me permettez? Le ministre ne doit pas dire. Le meilleur langage, c'est le contrat, tel que transmis à l'autorité. Dans le contrat, tout ce qui lui évoque comme complexe, dans un contrat de construction, tout est ficelé. Ça veut dire que l'RDG, quand on parle d'une prison, ça veut dire que je tiens compte de l'air libre, je tiens compte des espaces idylliques pour quelques jeux pour les détenus, je tiens compte du réfectoire, je tiens compte d'un centre médical, on tient compte de tout ça. Quand j'en parle, c'est de ça que je parle. Et dans les rapports, dans le contrat, il n'y a pas tous ces détails. Vous ne pouvez pas établir un contrat, un projet de construction sans tenir compte de l'ensemble de l'ouvrage. Vous ne pouvez pas. Merci. Quand je parle, permets-moi de chuter. 5 secondes. Permets-moi de chuter. Chuter. On a déjà évalué la plupart des bâtisses un peu plus imposants que ce projet des prisons. Je vais vous citer notre exemple. D'un bâtiment de R+8 avec 250 bureaux, 2 grandes salles, équipées, qui n'a avoisiné que 8,6 millions de dollars américains. 8,6 millions de dollars américains, le bâtiment de l'IGF. Ok. À Kinshasa, où le lotissement en termes d'achat d'espace, en termes d'espace en plein centre-ville, vous connaissez la valeur d'un patrimoine d'une telle valeur. En fait, ce projet-là, intégralement, et je comprends pourquoi, encore une fois de plus, le ministère qui a compétence sur les questions de gestion d'infrastructures, l'ITPR, a été flou. Alors, Monsieur Manix Yinda, parce que le temps nous fait défaut, mais c'est quand même important, je vais prendre ces 2 questions questionnantes. Dans son intervention, il dit le montant payé n'a pas respecté d'abord les normes, parce qu'on devait payer quand même 30%, mais il semble qu'on a payé les doubles de D. Tout ce que le ministre dit, ce n'est pas repris dans les contrats. Est-ce le ministre voulait tromper l'opinion
ou c'était un vrai manipulateur? Au-delà des allégations qui demeurent discutables, je pense qu'il faut rester sur les évidences. La première évidence, c'est que matériellement, parce qu'ici il faudrait rester dans les aspects des détournements ou tentatives de détournement, c'est des volets beaucoup plus intentionnels, l'intention de dérouter la démarche, l'intention de violer la procédure, l'intention d'opter pour telle procédure, etc. Ça, c'est au niveau de l'intention. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est très relatif et c'est très discutable. Mais restons sur le plan matériel. Ici, personne ne peut se permettre le luxe de dire que matériellement, Moutamba a détourné le fonds qui a été destiné pour la construction de cette prison. Personne. Moi, si. Enfin, ben, il faut le faire. Je vais le faire après la ne restez pas alors sur la dimension des intentions. Moutamba n'a pas détourné. Okay. Mon ami a voulu faire un exercice comparatif d'une prison à un immeuble de nature administrative. Eh ben, je pense que le meilleur exemple, ce serait d'une prison au Congo, ou la prison qu'a voulu ériger le ministre de la Justice, par rapport à une prison, soit si ce n'est pas au Congo, une prison en France, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Mali, et vous évaluez en termes de la capacité d'accueil, le coût de ces bâtiments comparablement à celui érigé par les ministres de la Justice. Si vous regardez par exemple la prison centrale de Paris, elle a une capacité d'accueil de plus ou moins de 600 et quelques prisonniers. Mais le fonds pour bâtir cet édifice a été au-delà de 100 millions de dollars. 100 millions. Allez regarder la prison centrale de Bruxelles, avec une capacité d'accueil de plus ou moins 300 et quelques prisonniers, avec un fonds d'exécution pour ce bâtiment-là de plus de 70 millions de dollars. Il est évident que dans certaines prisons des pays que nous évoquons comme exemple, il y a plusieurs aspects qui entrent dans la ligne de compte. Chez eux, un prisonnier a le droit d'étudier. Chez eux, un prisonnier a le droit de dormir convenablement comme un être humain. Il est privé de la liberté, mais il n'est pas un animal. Et la prison que veut ériger Constant Moutamba a une capacité d'accueil de 3000 prisonniers. 2000, il dit. Pas de 2000. Ou 2000 prisonniers, c'est quand même beaucoup et c'est de loin les deux prisons que je viens d'évoquer tout à l'heure. 600 et 300. Et le budget pour exécuter, il l'a reconnu, c'est 29 millions de dollars. En termes de comparaison, vous ne pouvez pas comparer cette prison et les deux exemples que je viens d'évoquer tout à l'heure. Ça n'a rien à voir, c'est de loin en termes de coût qu'il faudrait évoquer. Depuis le 30 juin 1960, déjà qu'il y a une floraison en termes de la croissance démographique de la population congolaise, ce qui entraîne une conséquence logique de l'augmentation du nombre de prisonniers dans les différentes prisons de la République. La prison centrale de Makala, elle a été conçue pour une capacité d'accueil de 1500 prisonniers. 64 ans après l'héritage du colon belge qui a géré avec une politique bien assise, nous-mêmes, le Congolais, nous gérons les humains congolais, bien que privés de leur liberté, dans une prison qui abrite plus de 15 000 prisonniers. Quoi de plus normal qu'il y ait une promiscuité. Et d'ailleurs, si vous lisez les statistiques de mort des prisonniers qui sont décédés par effet d'étouffement, le nombre est tellement éloquent. Et Moutamba est le premier ministre de la Justice, depuis le 30 juin 1960, à avoir osé emprunter cette voie-là, de pouvoir construire de nouvelles prisons pour désengorger. Ça, c'est un fait. Et en tant qu'un politique, ça entre dans l'actif d'un gestionnaire
d'une autorité de tutelle, quelqu'un qui a géré un secteur et quelqu'un qui peut justifier son bilan après la gestion. Ce qui crée, ça on sait, mais j'aimerais que vous puissiez rencontrer mes deux préoccupations. Lequel? Le 30% qu'on devait avancer, mais je l'ai dit. S'il vous plaît. J'ai dit, c'est une... Est-ce une violation déjà sur les plans de droit? De deux, est-ce que Moutamba avait le moyen constitutionnel pour négocier ces marchés conquis de 39 millions à 29 millions? Monsieur Delphin, j'ai dit, c'est des questions et des considérations très discutable. Très discutable, mais donnez-nous des éléments de réponse. S'il vous plaît, oui. il ne faudrait pas... Ne nous amenez pas dans la philosophie, s'il vous plaît. Non, mais vous dites philosophie, mais vous êtes dans l'ironie de choses. Okay. Décrié d'ailleurs par mon co-débatteur, à tout bout de champ. Moi, je ne voudrais pas être ironique. Vous savez que Moutamba n'a pas détourné. Vous savez que Moutamba fait l'objet d'un acharnement politique. Vous savez que Moutamba est placé sous le viseur de la justice parce qu'il a dérangé les magistrats. C'est ce que vous pensez de moi? Non mais s'il vous plaît, y compris le procureur général près la Cour de cassation départ ce qu'il appelle une thérapie de choc. Non, les PG fondés fait son travail. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un vertébré de la justice. Hein, il travaille calmement. Encore une fois, arrêtez d'être ironique. Je ferai pareil que mon co-débatteur. Vous aimez bien être ironique sur les questions d'État. Vous avez vu, parce que j'ai entendu Garidian parler de Eliezer, moi j'ai entendu également Bodo Mayo qui réagit à l'Assemblée nationale et qui tire à boulet rouge, à bout portant, non pas sur Constant Moutamba, mais sur la jeunesse congolaise dans son ensemble. Je ne suis pas aussi d'accord avec son propos. Il dit voilà les conséquences d'une jeunesse pressée. Vous savez, quand on parle d'une jeunesse pressée, ça veut dire une jeunesse sous pression. Et une jeunesse qui est sous pression de vouloir changer les choses de son pays, c'est une jeunesse qui tient compte de l'urgence du changement de ce pays qui reste dans un état de délabrement total pendant 64 ans. Ça veut dire entre une jeunesse pressée et une vieillesse retardée, rétrogradée et même rétropédalée, je pense que le choix est très clair. Vous faites comme lui. S'il vous plaît. L'honorable Mayo, c'est quelqu'un qui a l'expérience. Il a dit, il était vice-ministre à l'âge de 36 ans. Il n'était pas dans le scandale. Hein. C'est quelqu'un qui a bien géré sa jeunesse, contrairement à une jeunesse pressée. Je voudrais évoquer quelques aspects politiques. Vous allez regarder dans le mandat de Moutamba comme ministre de la Justice. L'égard est resté égal à lui-même avec des réformes que certains considèrent comme du populisme. Mais du point de vue de la communication, parce que nous sommes communicateurs et acteurs politiques. Cette photo est belle, elle est parlante. Effectivement, l'égard est resté dans une actualité continue. Ce qu'a fait Moutamba, le peuple va l'évaluer. Monsieur Mamou, s'il vous plaît, vous amenez dans la diversion. Restons dans le sujet. S'il vous plaît, restons dans le sujet. C'est que vous appelez diversion. Restons dans le sujet. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que Moutamba, en se précipitant d'aller signer ces contrats, en contournant la procédure, est-ce que Moutamba a fait les choses selon son bon vouloir? Quand il dit, j'ai une autorisation spéciale, mais la dame vous dit, j'étais sous pression. Il était motivé par quoi? Par quel intérêt? Vous savez, les plus grands défauts que vous avez aujourd'hui, c'est de vouloir poser des questions aux invités et attendre des réponses qui vont vous satisfaire. Non, je me mets à la place de l'opinion quand même. À 2 reprises, j'ai répondu à cette question et me pousser encore à revenir sur la même question. C'est une perte de temps parce que je vais faire des rédits. Laissez-moi avancer sur des faits le plus probants. Vous avez votre manière de répondre. Au moins, aura un bilan à présenter. Bodo Mayo n'a pas de bilan comme ministre de budget. Vous dites Bodo Mayo n'a pas un héritage à léguer à ce grand pays pendant qu'il était ministre de budget. Bodo Mayo n'est pas une autorité référentielle au travers laquelle la jeunesse congolaise peut s'inspirer. Et même le nom de Mayo, je ne pense pas que son nom est inscrit dans le panthéon de l'histoire politique
de ces pays pour avoir laissé des empreintes indélébiles au travers de la qualité de gouvernance dans son secteur géré. Et donc, c'est une vieillesse retardée. Et moi, je préfère une jeunesse précipitée parce que les questions de la République, tout le secteur de la vie nationale, sont des secteurs le plus urgents possible. Et pour ça, nous devons être pressés, nous devons exercer la pression, nous devons exercer l'urgence pour améliorer les conditions de vie de notre société. Et c'est qu'au fait Moutamba, je pense que même si Lumumba était vivant, Mayo allait le considérer comme un jeune pressé. L'idée en réalité, c'est de ternir ou de saper les efforts de la jeunesse à qui le président de la République a confié une parcelle des responsabilités parce que le président croit aux jeunes. Le président de la République fait confiance aux jeunes et tous ces vieux ménopausés politiques incapables de pouvoir enfanter des idées nouvelles pour pousser le Congo vers le progrès veulent attaquer ce jeune. Voilà pourquoi je considère ces combats comme un combat générationnel. Alors, je ne veux pas vous attaquer Gary Diana comme jeune, et ben Manix Yenda ne serait pas d'accord avec vous. Je ne veux pas que vous attaquez Osembe comme jeune, Manix Yenda ne serait pas d'accord avec vous. Si vous voulez attaquer un jeune, rendez les débats beaucoup plus rationnels. Merci, merci monsieur. Arrêtez avec cette histoire de jeunesse pressée, alors que vous êtes une vieillesse retardée. Merci monsieur Manix, je ne veux pas que vous puissiez susciter un débat générationnel. Non mais les débats étaient déjà faits. Nous voulons bien être dans les institutions, mais il ne faut pas aussi aller à l'encontre de valeurs que les vieux nous ont léguées. Il faut rester dessus. S'il vous plaît, nous devons rester dans les traces. Nous devons rester dans les traces, mais parce que M. Manix vous a défié ici de nous démontrer les détournements dont vous confirmez, mais je voulais quand même essayer un peu de tester votre honnêteté scientifique. Et quand le président de la commission dit l'entreprise que Moutamba a choisie n'a que des travailleurs. Et puis, de deux, il semblerait qu'il y a un monsieur de Moucheni qui a obtenu plus de 250 000 $ pour aller faire un hôpital. On ne comprend plus rien. Est-ce qu'on peut donner un grand marché à une entreprise qui a deux travailleurs? Vous avez touché l'élément qui, pour moi, constitue l'élément matériel du détournement sur le projet les 250 000 $, déjà sortis pour la construction d'un centre. Ça serait sur le site de la prison, on dirait que c'est un élément intégrant du projet. Le projet semblait être en dehors et n'est pas repris dans le document portant le projet. C'est vrai ça? Il n'est pas. Oh, c'est l'élément, c'est ça l'élément. Enfin, c'est projet propre à lui quand même. Je vais vous dire une vérité, d'ailleurs. Parmi les éléments qui ont poussé la commission à laisser l'instruction être poursuivie, c'est notamment ça. Note aussi, toujours dans l'instruction, la première fois, la directrice générale des ION a répondu à l'invitation du PG avec beaucoup de zones d'ombre. Quand on l'a invitée pour une deuxième fois, la dame est déjà en dehors et elle a évoqué des raisons de maternité. Elle est allée coucher, c'est pas mauvais. Non, ça veut dire qu'il a empoché le 19 millions de $ américains. Il est d'abord allé mettre au monde. Elle reviendra après pour continuer le projet. Là n'est même pas le problème. Je sais que si c'est une entreprise sérieuse, elle n'est que la branche administrative. La partie technique peut continuer le projet. Avec des travailleurs. Je l'ai dit avec un peu beaucoup d'ironie pour un peu suivre ton pas. Mais dans le fond, il existe un élément matériel qui peut attester du détournement. C'est justement le décaissement de ces 250 000 $ pour un projet autre que les éléments évalués et présentés dans le projet initial. Ok. Et encore, je reviens sur un élément. Je ne suis pas d'accord sur le chiffre avancé par Manix Yenda, mais l'honnêteté voudrait que je le vérifie après. Mais, dans la composition, il évoque un élément très essentiel. Chez les architectes, ou encore chez ceux de BTP, l'évaluation des bâtisses n'est pas question de que ce soit affecté ou pas, mais c'est dans les éléments d'ordre technique. Sur base d'un projet d'une maison habitable et sur
l'architecture, le volume qu'on veut donner et sur le modèle de construction, je peux évaluer un autre bâtisse, mais qui a pour usage une maison carcérale. Chez les architectes, on parle de langage technique qui est sur les considérations d'usage. Donc, comparer des bâtiments à ces niveaux-là n'est pas une faute. Mais aussi, je voulais le faire voir une fois de plus. Je sais que je me suis toujours imaginé, pendant un plaidoirie, je connais sa rhétorique. Le problème ici n'est pas sur la valeur de Constant Moutamba. C'est pourquoi j'ai préféré poser les bases dès le départ. Je vous ai dit, je le connais depuis à sa sortie de l'UPC. Je sais ce qu'il représente comme jeunesse. Je sais qu'il avait beaucoup de valeur en tant que président de l'UPC, conseiller des gens d'Amanissa. Il a gravi des échelons. Ces gars s'est battu pour arriver là. C'est un self-made man. C'est pas son père, c'est pas sa mère. Et moi, je le traite durement en tant que jeune parce que j'estime que dans la génération, il y a des lumières. Il y a des gens qui ont pris les pas sur les autres. Ils doivent prêcher par l'exemple parce que la suite et l'avenir des autres en dépendent également. Exactement. Et je crois que quand tu sais, je ne peux pas moi nier la pression politique parce que quand tu es jeune face aux vieux, quand tu veux réformer les choses, tu vas te heurter à une forme de résistance. Quand tu sais, comme il dit, que tu es mal aimé, tu as doublement la responsabilité de rester correct. Et moi, là, par honnêteté, il n'a pas été correct dans ses projets, peut-être fort de sa position politique vis-à-vis du chef de l'État qu'il aime énormément et qui lui accorde beaucoup de responsabilités. Je pense qu'il en a abusé. La preuve, juste qu'il est arrivé, quand on parle d'une question de procédure, il dit « Je pensais que le DG m'avait dit que c'est une formalité. En tant qu'avocat, il connaît la force de la procédure. Vous ne pouvez pas le contourner parce que quelqu'un venu ex nihilo vous dit que non, ne vous en faites pas, c'est la routine. » Et donc, au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer, au-delà de sa capacité, au-delà de la réforme, quand on parle de réforme, si vous lisez dans la loi de finances 2025, vous verrez que son projet de viabiliser les maisons carcérales existe. La prison de Louzoumou, c'est dans la ligne budgétaire de l'État. La prison de Centrale des Makala, qui est en train d'être réfectionnée avec un réfectoire moderne, c'est dans la loi de finances. Vous n'avez vu personne aller faire du bruit là-bas. Ce projet est un projet connexe venu après. C'est pourquoi ce projet a fait l'objet d'une discussion au niveau du Conseil des ministres. Là encore, le Conseil des ministres discute sur la pertinence et l'opportunité des projets, mais ne discute pas sur le contour et la faisabilité. Ça, il y a eu une procédure dégagée à côté, et c'est déjà bien défini que malheureusement, fort de sa position auprès du chef, il a décidé de prendre un peu plus d'épaule. Vous avez cité le chef deux fois. J'ai l'impression que vous voulez dire que Moutamba avait la bénédiction du chef pour aller contourner la procédure. Parce qu'il faut éclairer l'opinion. Non, il ne faut pas faire des digressions très dangereuses. Non, quand vous dites... Je suis en train de l'évoquer parce que je suis là, on n'est pas dans le droit. Ça, c'est moi qui parle dans l'intentionnalité de la posture du ministre Constant Moutamba. Aujourd'hui, vous avez vu le propos du chef de l'État vis-à-vis. Il a l'habitude d'être très sincère quand il s'agit des gens que lui apprécie. Il a tenu des propos contradictoires par rapport aux éléments de droit quand il s'agissait de Vital Kamerhe. Il a fait pour Nicolas Kazadi. Si vous posez la question du chef de l'État sur Moutamba, il vous dira qu'il a un avis très favorable sur lui. Mais cela ne l'exempte pas de la réalité des choses. Et dans ça, je crois humblement que fort de cette posture, parce que le Moutamba que je connais, très tatillon dans les questions de procédure, n'allait pas tomber dans ça, ni têter ses approches. Donc pour moi, je pense qu'au regard de fait, la commission a été très clémente. On serait ailleurs, on accélérait le processus pour la phase juridictionnelle de fait parce qu'il y a suffisamment d'éléments. Et à l'élément matériel, pour tout celui qui posera la question, c'est le décaissement déjà de 250 000 $ pour un projet, non repris dans la feuille telle que définie dans la transmission. Alors, qu'est-ce que Willy Mouchene est venu faire dans ces projets-ci? Je ne sais pas. Non, mais on les cite comme étant, l'acquéreur du marché de la construction, justement, de ce centre hospitalier. Bah, mais parce que... Willy Mouchene, il n'est qu'un opérateur, comme Jamal, comme tous les autres. Ouais, mais parce que... Mais malheureusement, à ce niveau-là, le Congolais ont tendance à entrer dans des marchés, généralement, des marchés à problème.
Et là où il y a un problème, c'est que le problème n'est pas Willy Moucheni. On l'a cité en tant que... Parce que généralement, je crois qu'à la base de droit, on devrait citer plutôt l'entreprise qui a gagné le marché. Mais si on le cite, c'est parce que je crois qu'en gros, il a contracté ces marchés en tant qu'individu. Voilà. Et ça encore, c'est extrêmement grave Et voilà. que ça revienne à ce niveau-là, qu'on donne un marché à un individu, un marché de mais 250 000 $. La commission est incapable de citer une entreprise, on cite plutôt un individu. Un individu. À Mais qui on parce a que- remis de l'argent? Mais parce que son nom a été cité, parce que son nom, Emanix, je vais vous donner la parole, parce que son nom a été cité, j'ai vu Steve Wemby, autant de journalistes, les relier avec l'ancien chef de l'UJAF, M. Gilles Aligneté, il semblerait que... S'il vous plaît. Moi, j'aime pas faire des digressions parce que Attendez. beaucoup de gens estiment aussi Laissez-moi que Constant terminer. Mutamba était en phase avec Jules Alinguet. Et que Laissez-moi- si Jules Alinguet était encore là, il n'aurait pas Laissez-moi- laissez-moi. Ça encore, c'est de la supputation, c'est de l'ordre de l'imaginaire. Attendez, laissez-moi terminer. Parce que j'ai vu Steve Wemby, les gens ont tweeté, on a pris la personne de Willy Moucheni, on l'a relié avec Gilles Alignetti, les autres. Il semble qu'il était membre de son cabinet. Voilà, les autres étaient en train de dire que ce sont frères de la famille. Moi, j'ai pris le soin d'appeler M. Gilles Alignetti. Je parlais avec lui hier soir, plus de 15 minutes. Je lui ai posé des questions. Il m'a dit ceci. Je l'ai dit à la télévision. M. Jules m'a dit ceci. Delphin, Willy Moucheni, c'est quelqu'un que je connais bien, mais il n'est pas membre de ma famille. Et je lui ai posé une autre question. Parce que Mutamba a dit, les dossiers étaient chez l'UGF. Et je lui ai posé la question, je pose la question à M. Géring, il m'a dit, Mutamba m'a appelé au téléphone pour que je lui envoie les inspecteurs, pour que les inspecteurs l'aident. Et je l'ai fait, mais ce n'était pas de manière administrative. Ça, c'est Géring qui m'a dit. Mais qu'on enlève dans ces problèmes, je l'ai dit à la télévision, qu'on enlève dans ces dossiers-là, il est pour rien que la justice fasse son travail. Mais Willy Moucheni, il les connaît bien comme quelqu'un qui est proche de lui, il ne peut pas Vous l'oublier. ne pouvez pas le citer comme ça. Vous engagez sa responsabilité, puis vous nous dites il l'est pour rien. Et ce que vous venez de faire, est-ce que vous liez, Attendez, vous liez Jules Alignet? je vous ai dit ce que lui m'a dit. Mais est-ce qu'il t'avait dit pour que tu le dises à l'antenne? Écoutez, mais parce que on a cité cette personne, je suis en train de dire aux gens que les gens ne lient pas Willy Moucheni à M. Gilles Alignet comme un membre de sa famille. Démentir cela parce qu'il n'est pas membre de sa famille. Voilà, il n'est pas membre de sa famille, mais dis-moi, il a dit qu'il les connaît. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Manix Yenda, comment ton frère, Mutamba, que vous aimez beaucoup, il peut aller solliciter une entreprise qui n'a que 2 travailleurs? Mais ça, c'est grave, mon frère. Il semble. D'entrée de jeu, je voudrais apaiser mon ami Diane lorsque il essaie un peu de vous titiller du fait d'exposer dans un média vos échanges personnels avec l'ancien patron de l'IGF. C'est dans les soucis de démentir le mensonge en disant que c'est son frère. C'était juste. C'est même pour ça que je voudrais apaiser. Je vous compare un peu avec ces fils du procureur général près la Cour de cassation qui a échangé avec Mutamba. Et puis après, il met dans la place publique les conversations. Mais à la seule différence, vous avez une âme positive. Vous le faites pour le besoin d'éclairer l'opinion nationale. Par contre, le fils du procureur général le fait dans le sens de détruire Mutamba. C'est même ça la différence dans la motivation de vouloir exposer les conversations avec quelqu'un dans le privé. Delphin, et vos apaisements. Ce qui est évident, l'instruction préjuridictionnelle est déjà engagée. Ce qui est évident, si le parquet détient des éléments probants, le preuve irréfutable contre Mutamba, il y aura un procès. Et j'aime d'ailleurs cette culture que nous avions eue avec ce procès au temps public. Ce procès sera retransmis en direct à la RTNC. Et le peuple congolais sera témoin de tout ce qui s'est passé pour voir si réellement Mutamba est coupable ou pas. Et souvent dans ce genre de procès, parce que ça sera un procès historique, je vous rappelle, et on se souviendra, et ce procès peut-être dressera un très bon tapis de pouvoir
et même de royauté pour celui que l'on a placé aujourd'hui sous le viseur de la justice. Dans ce procès, il y aura deux types de condamnation. Il y aura une condamnation de juge si Moutamba est coupable. Il y aura aussi une condamnation du peuple. Parce que la sanction politique du peuple, c'est cette sanction qu'on appelle la sanction inorganisée. Les tribunaux du peuple existent. Et ces tribunaux restent des marbres dans l'histoire de génération en génération. Voilà pourquoi certaines personnes aujourd'hui ils sont acquittées par la justice. La justice les a libérés. Mais dans le tribunal historique du peuple, ces gens-là demeurent condamnés. Les cas de Papa Tito, les cas du dossier 100 jours, c'est des gens que la justice a les cas de libérés. Les cas de Papa Tito. Non, je sais que Papa Tito, c'était un comédien. Il n'a jamais été devant la justice. S'il vous plaît, il ne faut pas. C'est pas de l'ironie utile. Ça, c'est une ironie utile. Il ne faut pas déformer le nom des gens. Papa Tito risque de me porter plainte parce qu'il n'a jamais été devant la justice. Et s'il vous plaît, je ne vais pas avoir de problème avec Papa Tito. Ça, c'est une ironie utile et intéressante pour nous épargner de tout procès, parce que je connais le monsieur, il est tellement fragile qu'aujourd'hui, il peut accuser n'importe qui, même si lui-même déjà est sous le viseur de la justice. Donc, nous avons deux personnes, monsieur Manix. Le plus important, deux personnes de s'il vous plaît. Répondez à cette question. Mais c'est vous qui le dites. Au début de votre... Non, la commission. La commission a dit, selon les recherches, cette entreprise n'a que deux les rapports de la commission. Et les réquisitoires du ministère public ne lit pas le juge. Le juge reste attaché à son ultime conviction lors de la qualification de fait. Ce n'est pas parce que dans le rapport on dit que Moutamba était fautif qu'il sera automatiquement condamné lorsqu'il sera transmis devant un juge. Faisons la part des choses. Évitons les supputations et évitons les spéculations. Surtout, il faudrait éviter de s'emporter au gré des manipulateurs, ceux qui voudraient effectivement mettre ce jeune ministre Constant Moutamba sur une balance où on doit impérativement couper la tête. Merci. Il a été très différent. Il s'est fait distinguer dans son passage. Il était courageux. Il a apporté des réformes. Il a fait preuve d'une audace républicaine, d'un engagement incommensurable dans les questions de l'État. Il a bravé les rebelles. Moutamba a dit non à Nanga. Il a dit non à Joseph Kabila. Et comprenez que sur le plan politique, certaines répercussions, même si on peut le prendre dans le volet de non-dit, mais dans la politique, tous les scénarios sont possibles. Merci. Il est évident que l'influence des rebelles, de gens que Moutamba a exposés à la place publique, répercute sur lui pour tirer les conséquences. Monsieur Manix Yinda, je vous arrête tout de suite, parce que je ne pense pas que les PG a les accointances avec le rebelle pour subir leur influence, pour essayer un peu de créer des problèmes à Moutamba. S'il vous plaît, moi, je n'ai pas dit la ça. justice est indépendante. Moi, je n'ai pas dit ça. La justice de mon pays est en train de travailler. Vous m'arrêtez de manière brutale avec une dose de dictature d'opinion, comme si moi j'avais affirmé qu'effectivement le procureur général avait des accointances avec... Je ne veux pas que ça compte dans l'opinion. Non, mais l'opinion, s'il vous plaît, c'est quand même très important. Vous avez évoqué un détail important. L'opinion a sa façon de voir les choses. Ce n'est pas un fait anodin que Moutamba attaque Joseph Kabila, expose Joseph Kabila et sollicite même la levée des immunités de Joseph Kabila et le poursuite, autant pour Nanga et consorts, et que les choses tombent contre Moutamba aujourd'hui. Ce n'est pas hasard, ce n'est pas un fait anodin. Merci, monsieur Manix. Il faut comprendre que la dimension politique retentit avec ses conséquences et nous devons comprendre cela avec un œil politique. Merci, monsieur Manix. Il nous reste 5 minutes. Nous allons chuter avec la question des Kabila. Mais j'aimerais que vous puissiez tirer vraiment attention à ce sujet. Parce que le sujet, là, monsieur Manix, plutôt c'est à vous de regarder le sujet. La RDC est un pays des antivaleurs. Alors, en écoutant monsieur Diane, je pense que la parole devrait me je vous donne la parole. Il vous a démontré ici que la procédure était biaisée. Quand on biaise une procédure,
donc on tombe dans les antivaleurs. Alors, monsieur Mac, vous affirmez deux choses. Attendez. Non, je n'apprécie pas votre style des questionnements. Vous allez terminer. Vous savez, non, s'il vous plaît. Je vais vous donner le mot de la fin. Laissez-lui parler, vous allez. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'estime à l'égard de Gary Diane, parce que c'est quelqu'un à qui je reconnais la dextérité, et surtout lorsqu'il prend parole, il a toujours de la mesure. C'est quelqu'un qui ne va pas à l'extrême, c'est quelqu'un qui n'extrapole pas. C'est quelqu'un qui reste sur le fait, sur la rationalité, sur l'objectivité. Il ne faut pas inviter ton co-débatteur. Vous voulez coller à votre invité de choses qu'il n'a pas dit. Ça, ce n'est pas correct. Je vous ai demandé de regarder, c'est mal le sujet. Alors, je vous donne les 2 minutes, vous allez chuter. Monsieur Mike, Monsieur Mike, nous sommes à la fin, mais c'est quand même important. Joseph Kabila consulte. Moi, j'ai l'habitude de ton style, malheureusement. Joseph Kabila, enfin, à Goma, il consulte. Je l'ai vu en train de parler avec la société civile. Est-ce Kabila s'affirme qu'il est le patron de tous ces rebelles? Il prend maintenant la commande pour faire la guerre à Kinshasa, afin d'imposer au régime de Kinshasa la voie de la force. Merci pour la question. Avec votre permission, permettez-moi juste de faire une dernière conclusion sur l'affaire Mutamba. Les payer les arriérés. Je vais revenir sur les arriérés. Non, je ne paye pas les arriérés. Je connais la ligne, je connais les orientations de Manix Yenda. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est encore présumé innocent. Moi, j'étais beaucoup plus sur les éléments des faits dans la procédure de passation de marché public. On est revenu sur les éléments, les considérations qui peuvent être des considérations de droit. Il est allé sur les possibilités de la conclusion. Aujourd'hui, il est vrai que personne ne peut attester aujourd'hui qu'il sera condamné. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, moi je pense que politiquement, il sera protégé. Ok. Je pense que le procès du siècle que lui attend risque de ne pas arriver. Mais ça ne sera pas faute de responsabilité encore des faits qui pouvaient l'emmener à ça. Mais je pense que ça serait cette forme de prédominance politique. Et moi, je pense à ces thèses-là. Mais sinon, dans le fait, je crois qu'à un moment donné, il faudra qu'on soit. C'est vrai que quand ça m'a mal aimé, oui, je le répète, il a dérangé aux intérêts des uns et des autres, oui. Mais le problème, c'est qu'en politique, on vous attrapera le jour où vous commettrez l'erreur, c'est le jour où vos prédateurs tomberont sur vous. Et je crois que là, il faut reconnaître qu'il a commis des erreurs. Lui-même a reconnu au niveau de la commission des erreurs d'ordre administratif, mais qui sont susceptibles d'engendrer des infractions d'ordre pénal. Et donc à ce niveau-là, ça sera la justice. L'instruction a déjà été lancée, ça veut dire que, comme moi, la commission et la plénière ont estimé qu'il y avait suffisamment des éléments qui, pas l'inculpaient, mais qui dérangeaient un peu, qui remettaient en question l'intégrité du ministre, et qu'il faut laisser l'instruction aller jusqu'au bout pour qu'à la fin de compte, on ait une idée générale sur l'affaire. Donc en gros, à ce niveau-là, il y a des éléments des faits, il y en a suffisamment et beaucoup trop. Mais maintenant, dans le fond, je pense aussi qu'il reste quand même l'un des meilleurs de ce gouvernement, quoi qu'il ait commis des erreurs. Mais est-ce pour autant que la politique pourra supplanter? Je ne sais pas. Ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas une prémonition, mais j'estime que politiquement, il est possible, il est fort probable qu'il soit couvert. Sur la question de Kabila, je me rappelle lors de sa première sortie, j'ai dit ceci aux gens. Parce que j'ai quand même la grâce, depuis 17 ans, d'avoir la maîtrise de ce qui est communication stratégique et communication politique. Le premier discours de Kabila, moi je me suis dit, et j'ai dit aux gens, je me rappelle, c'était pas chez vous, mais sur le plateau d'une des télés de Kinshasa, j'ai dit aux gens que cette déclaration est une déclaration sous contrainte. Pour moi, c'était une déclaration qui arrivait pour changer la donne d'une bataille déjà engagée. Nanga n'arrivait plus à tenir le rythme entre combat au niveau de l'opinion nationale, sous-régionale et internationale. Il fallait un acteur majeur pour garder la stratégie de la profondeur stratégique utilisée par le Rwanda. C'est quoi la profondeur stratégique? C'est que dans cette bataille, il faut toujours miser sur les éléments d'ordre, les éléments intrinsèques de la RDC pour justifier sa posture et justifier les actes que le Rwanda pose. Et que Nanga, qui servait justement cette cause-là, ne pesait plus au niveau international et qu'il y avait suffisamment des éléments accablant, notamment la présence des militaires rwandais. Il avait compris que la thèse de la menace FDLR ne passait plus au niveau de l'opinion internationale et qu'il fallait changer de stratégie, mais cette fois-là, il fallait un acteur majeur, capable d'absorber. Vous vous rendez compte de deux faits.
Depuis que Kabila a intégré cette question, le Rwanda n'est plus sur la sellette et en retrait. Maintenant, on a renvoyé la question au niveau interne sur les frustrations d'ordre politique en interne. On a oublié l'essentiel. Aujourd'hui, c'est maintenant le protagonisme entre un ancien chef d'État et un nouveau. On en a fait une affaire de politique interne alors que ce n'est pas le cas. Et donc, le deuxième élément, c'est que depuis son intégration, vous verrez que la plupart des acteurs qui s'est présenté Major, Nanga et les autres, sont également en retrait. Il a presque pris les devants de la scène. Et le voir aller réunir les gens à Goma, certaines opinions, selon certaines sources, c'est pas pour la première fois. Il fréquente Goma régulièrement. L'autre fois, pour fuir la clameur publique, quand on a dit qu'il était à Goma, il a trouvé des digressions et la levée de ses immunités a été un prétexte pour justement endosser cette casquette-là parce qu'il joue le tout pour le tout. Il faut reconnaître un. Avec les États-Unis, ce n'est pas un rapport d'amis. Jusqu'à aujourd'hui, il a encore des antécédents avec ces gens. Et aujourd'hui, il y a eu un rapport, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir proche de moi quelqu'un qui faisait partie de la commission qui est allé négocier au niveau des États-Unis. Parmi les éléments des griefs, parmi les éléments qui retiennent les Américains, il y a également notamment cette question de sa gouvernance et certaines répartitions dans le contrat. Si Kinshasa est arrivé à revoir le contrat chinois, c'est aussi à cause de ça, parce qu'on a estimé que c'était un contrat fait pour donner la prémonition sur quelqu'un. Et hier encore, sur les antennes de la RTNC, je suis revenu sur le deuxième enquête de Mediapart, publiée le 28, le mercredi, qui révélait les prête-noms de l'ancien président via une femme d'affaires italienne, Fortunata, qui aujourd'hui détient le gros de la plupart des sociétés qui œuvrent dans le pétrole, dans les mines et autres. Et donc aujourd'hui, il y a une suite d'événements qui fait qu'aujourd'hui, puisqu'il avait misé sur la protection interne, qui aujourd'hui est levée, il n'a pas que de choix d'assumer son rôle. Deux objectifs. Soit c'est quoi en interne pour trouver une porte de sortie et redéfinir sa position, sa posture, soit jouer le tout pour le tout, surtout pour quelqu'un qui avait dit une fois qu'il mourra d'une balle à la tête. Donc, c'est pas un secret de polichinelle. Faut pas faire. Donc, l'option militaire pour Kabila, c'est la meilleure option. Faire Harvard pour comprendre aujourd'hui, le chef naturel a repris le contrôle de ses affaires. Merci. Alors, M. Manix Yenda, c'est votre mot de la fin. Kabila est en harmonie avec les opposants de la République démocratique du Congo, Sesanga, Fayulu, Katumbi et les autres. Que pensez-vous que c'est un appui nécessaire pour lui, afin qu'il y ait ces dialogues, tant entendu, entre les opposants congolais, que nous puissions décrisper la situation? Kabila en harmonie avec Delis Sesanga, Kabila en harmonie avec Martin Fayulu, je pense que ce serait une très grosse erreur de la part de Fayulu, de Sesanga, de Kabound si possible, et deux autres. Parce que depuis un temps, Kabila prend une autre posture qui va au-delà d'un contexte démocratique, au-delà de l'opposition républicaine qui est réglementée par une loi, la loi portant statut de l'opposition politique. Kabila, même lorsqu'il s'est exprimé, Kabila n'avait pas parlé comme la locomotive d'une machine politique qu'on appelle le Front commun pour le Congo. Kabila n'a pas parlé comme le chef d'un parti politique, le PPRD, qui du reste doit rester indélébilement attaché aux principes imposés par la loi qui organise les partis politiques en RDC. Kabila a parlé comme le chef de file d'une opposition militarisée. Et il a assumé sa posture et ses propos. Regardez dans son discours, au-delà de reproches, au-delà des critiques aussi actives de Joseph Kabila sur la gestion de Félix Tshisekedi, Kabila n'a pas pu condamner ne serait-ce que l'agresseur du Congo. Parce que le Rwanda est considéré comme un agresseur et par l'Union européenne et par les Nations Unies et certains partenaires du Congo, même au niveau de la sous-région, même de l'Union africaine. Mais lui, Kabila, n'a pas choisi de considérer le Rwanda comme un État agresseur. Il n'a pas fait mention du M23, moins encore de l'AFC de Corneille Nangaa, ce qui explique sa posture. Et donc, en somme,
le discours de Joseph Kabila a été un exposé de motifs pour expliquer sa position d'aujourd'hui contre les régimes de Félix Tshisekedi. Et pour ça, Kabila assume. La deuxième de choses, ça je voudrais m'adresser au peuple congolais qui continue, une catégorie du peuple qui continue de croire à la démarche de Joseph Kabila. Déjà, Kabila considère les élections de 2023 comme une sorte de simulacre des élections. Pourtant, je n'ai pas connu aussi des élections scandaleuses si ce n'est pas ces élections-là qui ont été proclamées par un président de la CENI qui proclame M. Tshisekedi comme le président élu et que quelques années après, il revient s'adresser au peuple pour leur dire c'est lui que j'avais proclamé comme président élu n'était pas élu. Encore que jusque-là, Nanga me tient son nom dit, il ne dit jamais aux Congolais le président qui a été élu. Si je voudrais me permettre de comprendre par une logique, un raisonnement rationnel, ça veut dire le président qui a été élu, c'est bien Martin Fayulu. Or, si Martin Fayulu était élu, voilà pourquoi je disais, c'est une erreur de stratégie politique de s'allier à Joseph Kabila. En réalité, le premier ennemi de Kabila serait Martin Fayulu. S'il y avait même quelqu'un qui avait les raisons pour lesquelles il faut prendre les armes, attaquer le pouvoir de Kinshasa, ce serait Martin Fayulu, parce que c'est son pouvoir qui a été volé. Tshisekedi n'est qu'un recelaire, mais ceux-là qui ont détourné le pouvoir de Fayulu, c'est bien Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Et donc, s'attacher à Kabila, c'est une grosse erreur politique que Martin Fayulu ne peut pas se permettre de le faire. Troisième chose, Chiquet. Dans le schéma de Joseph Kabila, Kabila ne regarde pas les choses comme Fayulu ou comme Sesanga. Kabila ne regarde pas les élections de 2028. Dans son tableau, ces schémas-là, il a déjà mis ça de côté. Parce que Kabila sait que si Tshisekedi sort à la grande porte, c'est-à-dire en 2028 en organisant les élections pour partir et assurer sa succession, Kabila sait que ce ne serait pas lui qui va succéder le président Tshisekedi. Parce que, d'après le contexte africain en termes des élections, c'est lui qui vient remplacer. Ici, il faudrait même rester cohérent par rapport à la logique de Joseph Kabila. C'est lui qui vient, après le président en exercice, bénéficier de la bénédiction du président qui est en exercice. Donc, Kabila ne serait pas bénéficiaire de ce pouvoir après 2028. D'où, dans la carte de Joseph Kabila, il faut faire partir Tshisekedi avant 2028. Mais seulement, faire partir Tshisekedi avant 2028 ne peut que passer par un coup d'État. Si le coup d'État il y en aura, Fayulu ne serait pas bénéficiaire. Si le coup d'État il y en aura, Sesanga ne serait pas bénéficiaire. Ce serait une affaire de Kabila et sa troupe la plus militarisée possible. J'ai fini par 5 secondes. Dire cette chose en 5 secondes, mais je préfère le dire en lingala. Kabila doit avoir un document à l'Okayo, Vina Mobimba. Aïla on a bapongi, l'otaraye, ndoki. Au monde il y a des songes, au monde il y a des révélations. Même le pasteur il y a des Kabila. Mais na mwanzela lo sambo na yo ba prière na yo aloki a kokite akomi na phase moko moko penayi ayi ko ibisa moni ngani na loka vina ngane ndoki ibazo ibisa ke yene ndoki mais na moyi ayi na butu te na moyi. Ça veut dire que yo muto ba lokaki vi mobimba, tu dois prendre au sérieux. C'est lui qui te dit c'est moi le sorcier de ta vie. Donc Kabila Zandoki. Ça veut dire aujourd'hui, Tshisekedi et le pouvoir de Tshisekedi dans son ensemble, l'union sacrée de la nation, la majorité ou la mouvance présidentielle doivent prendre au sérieux la position de Joseph Kabila aujourd'hui. Sinon, leur avenir politique en dépend. Merci, M. Manixa Iyenda. Nous sommes à la fin. Mais c'est quand même important de rassurer les Congolais que le Congo est à nous. La jeunesse congolaise reste vigilante. Nous devons soutenir les chefs de l'État afin que les chefs puissent comprendre
qui doit conjuguer avec la jeunesse consciente pour sauver les Congos. Il est temps que les choses changent. Alors, nous ne voulons pas que nous puissions avoir un président assassiné, mais pour éviter cela, Ça ne sera pas possible. nous devons aider les chefs à se débarrasser des mauvais collaborateurs qui ne l'aident pas, car la jeunesse, elle est aussi là pour l'aider. Merci à mes invités, M. Mike Gardidiana, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Delphin. Merci également à M. Manix Yenda, un Congolais conscient, une tête bien faite de la République, et une référence pour la jeunesse. Merci. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Laissez vos commentaires. Des débats continuent. Et notre RDC est possible. Or, puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.